M. Pincus de l'UIM, que je vous présente ici, donc, a accepté de venir nous parler de ce qu'il faisait à l'UIM dans leur secteur d'activité pour développer l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Merci et je vais mettre votre clé le temps que vous vous présentiez. Très bien, merci, bonjour. Le président est parti. Bonjour mesdames, messieurs. En fait, l'idée, je crois, de Pascaline était d'inviter un représentant d'une autre branche avec plus d'expérience en matière d'apprentissage et d'apprentissage en particulier dans le supérieur et dans les formations d'ingénieurs. Mais il se trouve que la branche de la métallurgie, en fait, a une frange commune avec Pascaline, avec Syntec Numérique, puisque eh bien, nous avons des industries électroniques, informatiques, télécoms dans la métallurgie, où nous avons effectivement, là nous partageons les mêmes besoins de compétences. Donc c'est vrai pour les formations en apprentissage, c'est vrai pour les qualifications, où de plus en plus nous travaillons aussi avec Syntec Numérique pour développer en commun finalement des certificats de qualification communs à nos deux branches. Et le président Mamou Mani est venu en tant que président de l'Observatoire du numérique il n'y a pas très longtemps à l'UIMM, parce que nous lançons une étude dans le cadre de notre observatoire sur les métiers de l'électronique et aussi sur les métiers de l'informatique. Et bien évidemment, il faut que nous partagions nos informations et nos éléments. Alors, j'ai vu dans le programme, donc la commande que j'avais, c'était de présenter notre dispositif de formation d'ingénieurs en apprentissage, mais au préalable, puisqu'il est question d'observatoire et de prospective, hein, donc dans le cadre de notre observatoire des métiers et des qualifications de la métallurgie, nous avons réalisé il y a quelque temps une étude prospective à horizon 2020 pour l'ensemble de nos secteurs. Et il va de soi, et c'est incontestable, que les effectifs industriels vont continuer de diminuer. Voilà. Mais derrière cette diminution des effectifs industriels, il y a des choses que finalement les journalistes, excusez-moi monsieur Rollo, parfois oublient de mettre en avant. Ces deux choses, c'est qu'en même temps, notre secteur industriel, hein, je crois qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on a compris qu'il ne fallait pas enterrer l'industrie. Donc ça reste un énorme secteur qui a des besoins de recrutement très importants. Hein, donc cette étude a fait apparaître 100 000 besoins de recrutement par an jusqu'à 2020. Et en fait, quand on regarde les diminutions d'effectifs, elles portent exclusivement sur les ouvriers non qualifiés. Ça rejoint ce que disait le président à l'instant, non pas pour les pyjamas, mais pour voilà, d'autres productions à faible valeur ajoutée. Et en fait, si on regarde, même en valeur absolue, hein, les besoins de recrutement en ingénieurs et en techniciens, ils vont augmenter. Voilà. Donc ça, ce sont des messages finalement qui ne sont pas perçus. Et c'est la raison pour laquelle notre engagement sur les formations du supérieur est fort depuis maintenant pas mal d'années, vous allez le voir, et en particulier donc pour la formation des ingénieurs. Peut-être on va... Donc, notre engagement sur les formations d'ingénieurs en apprentissage, alors ça va évoquer des choses au directeur du CFA Ingénieur 2000 qui est dans la salle, le nom du professeur Decombes, hein, qui a longtemps présidé ce CFA, mais au préalable, il avait effectivement, avec une commission, fait apparaître qu'en France, on ne formait pas suffisamment d'ingénieurs et que aussi on ne formait pas suffisamment d'ingénieurs différents. Voilà. Du côté de l'UIMM, nous étions parvenus à peu près aux mêmes conclusions, et aussi parce que depuis 1985, avec les baccalauréats professionnels, puis rapidement avec les BTS, nous développions une filière de l'apprentissage. Depuis le CAP, on faisait encore du CAP à l'époque, on n'en fait quasiment plus aujourd'hui, hein, jusqu'au plus haut niveau pour valoriser cette voie d'excellence qui est l'apprentissage. Et donc, nous avons décidé, c'est la page suivante, voilà, de nous impliquer avec notre réseau. Donc, l'UIMM, c'est un réseau
de chambres syndicales territoriales, hein, du IMM régional, de nous impliquer pour mettre en place des formations d'ingénieurs en apprentissage, avec comme objectif de répondre aux besoins des entreprises, avec des profils de compétences différents. Alors, pour notre branche de la métallurgie, les premières formations qui ont été mises en place étaient plutôt dans les domaines mécanique et production. Alors, c'est vrai que c'est là que nous avions, en termes de profil de compétences, le plus de difficultés à trouver, sortant des écoles, on va dire, traditionnelles, hein, des jeunes ingénieurs bien formés pour les fonctions de production et aussi des jeunes ingénieurs qui auraient envie d'aller en production. Voilà. Aussi d'aller en PME, hein, parce qu'on le voit, et encore aujourd'hui, finalement, le devenir des ingénieurs diplômés des grandes écoles, c'est plutôt vers les grands groupes, hein. C'est peu vers les PME. C'est une des raisons pour laquelle aussi on a développé l'apprentissage. C'est en pensant à nos PME, et en particulier dans les régions, le fait de recruter des jeunes, de les former, facilite incontestablement, et c'est vraiment vérifié, leur intégration dans les PME. Aussi, ne l'oublions pas, l'origine de ces formations de COMPS, puis appelées nouvelles formations d'ingénieurs et aujourd'hui formation d'ingénieurs en partenariat, l'origine c'était aussi la formation continue. L'idée étant que on faisait des efforts considérables en formation initiale, mais finalement on a un vivier de salariés dans nos entreprises qui ont arrêté leurs études, donc à Bac+2, hein, c'est l'idée à ce moment-là, et aujourd'hui ce serait plutôt Bac+3 d'ailleurs, et qui ont du potentiel, qui ont acquis des connaissances et des compétences en entreprise, et qui pour un certain nombre pourraient devenir ingénieurs à la condition qu'on leur propose un parcours adapté, notamment à la poursuite de l'activité en entreprise, et non pas un parcours où il faut quitter l'entreprise pendant 2 ans pour aller rejoindre des jeunes élèves sur les bancs de l'école. Donc c'était aussi l'originalité du dispositif, c'était de prévoir aussi de la formation en alternance pour les salariés de l'entreprise. Ce que vous allez le voir avec nos chiffres, hein, c'était une belle idée, simplement pour différentes raisons sur lesquelles on pourrait revenir, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, puisqu'on va parler d'apprentissage. Les effectifs restent très faibles, et finalement, depuis 20 ans, les effectifs d'ingénieurs formés en formation continue ont plutôt eu tendance à diminuer, et je crois que c'est un constat qu'il ne faut pas accepter, car il y a toujours, je pense, des salariés qui pourraient avoir le potentiel pour devenir ingénieurs. On va revenir sur l'apprentissage. Donc nous avons créé dans chaque région des structures de partenariat qui s'appellent Institut des techniques d'ingénieurs de l'industrie, IT2I. Hein, donc nous avons fêté les 20 ans il y a quelques temps. Hein, les premières formations ont été créées et habilitées par la CTI, non sans mal, au début des années 90, hein, pour différentes raisons, le non sans mal. C'était les premières formations en apprentissage, et c'est vrai que la communauté ingénieur avait un petit peu du mal à accepter l'idée qu'on pourrait utiliser un dispositif qui était très marqué par l'apprentissage ouvrier, hein, pour former des ingénieurs. Et puis aussi, un partenariat fort avec le monde professionnel n'était pas non plus du goût de tous les représentants du monde académique. Voilà. Donc les débuts ont été un petit peu difficiles, mais par la suite, tout le monde a pu constater, admettre que finalement, cette association du monde de la formation et des entreprises était effectivement tout à fait profitable pour les uns et les autres. Merci, M. Coleman. Donc, les enjeux pour les IT2I, hein, et ceci était vrai à l'origine et le reste toujours. C'est un partenariat fort avec les milieux professionnels. Alors, ça veut dire quoi un partenariat fort? Toutes les écoles d'ingénieurs ont des partenariats avec les entreprises. Et les entreprises, dans leurs conseils, bien évidemment, c'est une des caractéristiques des formations d'ingénieurs, versus certaines formations plus universitaires, d'être en proximité du monde industriel. Mais le partenariat fort, là en l'occurrence, va plus loin. C'est-à-dire, je passe sur le financement qui est quand même pas négligeable, mais aussi c'est un partenariat qui s'exerce à toutes les étapes, finalement, les points clés de la formation, à commencer par le recrutement. Hein, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, l'idée était de former des ingénieurs différents.
Et donc ça passe à la base déjà par un recrutement différent, un recrutement qui n'est pas sur les mêmes critères. Et le fait de recruter avec un binôme, un professionnel, un académique, effectivement, permet de déceler finalement des potentialités chez les jeunes qui auraient peut-être été écartées parce que on aurait préféré des jeunes ayant des résultats académiques plus importants. Or, et en particulier pour nos métiers de production, je reviens à l'origine, en fait, les qualités nécessaires ne se retrouvent pas forcément dans les notes de mathématiques. Des formations adaptées aux besoins de l'industrie, bien évidemment. Donc là aussi, un partenariat fort des entreprises pour définir leurs besoins. Une pédagogie basée sur l'alternance et une véritable alternance pédagogique, et non pas simplement une juxtaposition de périodes en école et en entreprise pour l'apprentissage et pour la formation continue. Une démarche d'amélioration de la qualité, c'est la moindre des choses lorsqu'on travaille dans un environnement professionnel, c'est-à-dire se soucier du devenir des gens que l'on a formés et évidemment travailler avec les entreprises à l'évolution des formations. L'appartenance à un réseau, la conférence des IT2I, qui est une originalité puisque dans ce réseau, on y trouve des écoles d'ingénieurs finalement fort différentes. On a des écoles d'ingénieurs publics du type ENSAM ou Télécom. Nous avons de nombreux partenaires aussi qui sont des écoles d'ingénieurs universitaires, la plupart devenues Polytech. Nous avons des écoles privées, nous avons le CNAM, nous avons des réseaux comme le CESI, donc des écoles avec des cultures très différentes. Et alors bien sûr, ces écoles se retrouvent à la conférence des grandes écoles, mais dans notre réseau, je dirais qu'il y a des partages qui ne sont pas tout à fait de même nature et qui sont aussi très intéressants. Alors, ça, voilà, on va plutôt passer à la suivante. Voilà le schéma, alors qui peut paraître compliqué, mais c'est un peu ça, l'apprentissage et le partenariat. Au centre, c'est l'association IT2I, qui est une association partenariale composée à 50-50 de représentants du monde professionnel. Alors, UIMM, mais certains IT2I ont accueilli d'autres fédérations professionnelles qui s'appuient sur cette structure de partenariat pour développer des formations en apprentissage. Je pense au BTP, par exemple, dans plusieurs régions. Et Syntec, qui est présent également dans des IT2I, dans 2 ou 3 IT2I, je crois. Donc ça, c'est la structure de partenariat qui n'est pas une école, qui n'est pas une structure de gestion non plus, puisque on s'appuie pour l'apprentissage forcément sur un CFA, qui est en général, ça c'est le schéma standard, mais il y a des exceptions, un de nos CFA de branche, les CFA de l'industrie, qui évidemment conventionne avec le conseil régional et délègue la formation à l'école d'ingénieurs. Nous avons quelque chose d'un peu symétrique pour la formation continue, en s'appuyant sur nos structures de formation continue qui apportent finalement pour les écoles une véritable valeur ajoutée par leur proximité avec les entreprises, avec la connaissance des entreprises qu'elles visitent régulièrement aussi pour leurs autres besoins de compétences. Les écoles d'ingénieurs, donc de plus en plus les IT2I ont développé plusieurs filières. Il y a donc dans les IT2I plusieurs écoles d'ingénieurs et souvent des commissions pédagogiques où il y a du partage également sur les enseignements, sur la pédagogie, etc. Et ceci est tout à fait important. Alors parfois c'est bien plus compliqué que ça, mais j'ai essayé de simplifier. Aujourd'hui, donc 23 IT2I, donc à peu près sur tout le territoire, hormis le Limousin et le Languedoc-Roussillon. Alors il y a des projets en Languedoc-Roussillon, mais l'idée serait plutôt qu'ils se rapprochent de PACA, pour ne pas créer une structure de plus. Toujours dans les chiffres, je crois, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, 25 000 ingénieurs ont été diplômés. 4 principales spécialités. Alors je disais qu'à l'origine, le génie industriel, la mécanique, production, maintenance. Il y a une dizaine d'années, on a commencé à créer des premières formations dans le domaine informatique et télécom, notamment avec Télécom Bretagne, avec CPE Lyon, avec l'ENSERB à Bordeaux, qui d'ailleurs, la même année, ont monté un dossier en commun, avec des parties communes. Et depuis, d'autres... Alors, non, avant, il y avait aussi des filières dans le domaine électronique et informatique industrielle, notamment à Angers, à Strasbourg. Ces dernières années, se sont développées des filières plutôt dans le domaine du génie électrique.
et des filières tournant, ça ne vous surprendra pas, autour de tout ce qui est énergie énergétique. Hein, c'est des besoins, transition énergétique dont on a pas mal parlé ce week-end, justifie qu'on crée d'autres formations. Donc ça représente quand même 90 filières de formation, hein, donc des diplômes habilités par la CTI, diplômes différents, avec 55 partenaires, écoles d'ingénieurs et universités. En 2012, ça représentait 2400 diplômés, 2200 en apprentissage. Donc il y a une montée, vous allez le voir sur le graphique ensuite, continue. Voilà. Une montée à peu près continue de l'apprentissage. En revanche, alors ça, vous le voyez en bas, une stagnation, hein, des formations continues ingénieurs. Et ça, c'est tout à fait dommage. Juste un diagnostic, bien sûr, il y a des problèmes de financement. Bien sûr, il y a des problèmes de mise en disponibilité des salariés d'entreprise, hein, et d'autant plus que les écoles ont du mal à réellement faire de la validation d'acquis. Et pour moi, la vraie solution pour développer la formation continue serait d'aller plus loin en matière de validation d'acquis et d'individualisation des parcours de formation. Il y a des petits astérix que vous ne pouvez pas lire. C'est que nos statistiques sont faussées par le fait que finalement, il y a un nombre non négligeable de jeunes qui font tout leur parcours, qui réussissent leurs études, mais qui n'ont pas le diplôme parce qu'ils n'ont pas réussi l'épreuve d'anglais. Voilà. Alors, on les laisse quand même dans les effectifs, car on ose espérer qu'ils vont revenir avec leur test du TOEIC pour obtenir leur diplôme. Voilà. Également, il y a une petite diminution en 2012 parce qu'en fait, il y a une filière qui est sortie du partenariat IT2I, hein, donc ce n'est pas du tout la tendance. La tendance, c'est qu'on continue en cette rentrée 2013 à ouvrir de nouvelles filières et les effectifs continuent de croître en fait. Je crois que je suis arrivé au bout de ma présentation et je suis prêt à répondre à vos questions. J'en ai une. Dans la filière numérique, c'est-à-dire informatique et télécommunications, aujourd'hui, ça représente à peu près quel pourcentage, à peu près? Peut-être que j'en arrive pour répondre parce que j'en connais un petit peu, mais la commission, non. J'aurais dû effectivement. Oui, tout à fait, mais c'est bête de ma part. Donc il y a. C'est pas majoritaire. Hein. C'est vrai que les filières plus industrielles restent majoritaires dans notre réseau, mais les dernières formations, mais ça reflète aussi ce qui était dit tout à l'heure, hein, à propos des entreprises du secteur numérique, mais aussi électronique d'ailleurs, hein, électronique et numérique, qui se sont mis plus tard à l'apprentissage. C'était moins dans leur culture, mais les dernières filières qui se sont créées, souvent le sont dans ces domaines. J'ai oublié une filière à Télécom Strasbourg aussi, dans le domaine des technologies de l'information pour la santé. Hein, donc des filières tout à fait originales, hein, qui répondent à des besoins d'entreprise. Donc au départ, c'était assez marginal finalement. Aujourd'hui, je dirais qu'on doit avoir peut-être un tiers des formations, des effectifs, finalement, qui sont plus ou moins dans le domaine électronique et numérique. Dans votre association d'écoles paritaires, je dirais quel est le rôle de chacun sur les écoles, les entreprises, et sur les définitions des grands axes de formation, notamment des besoins. Est-ce que vous avez des commissions qui sont là-dessus, sur l'amélioration des relations avec les régions, notamment des financements des études d'ingénieurs, parce qu'on sait que ce n'est pas simple. Enfin, comment vous fonctionnez opérationnellement pour que nous, éventuellement, on en tire des enseignements et qu'on progresse. Alors, ce qui est important dans le partenariat, bien sûr, c'est que ça s'appuie sur une répartition des rôles, finalement, qui soit claire et où chacun est sur son métier. Hein. Donc, la pédagogie, c'est l'affaire des écoles, incontestablement. Mais c'est vrai que dans les règles du jeu, hein, on a aussi été clair dès le départ avec les écoles, c'est que les besoins, ils sont définis par les entreprises. Hein. Donc, on crée une formation non pas parce qu'on a envie, on a les compétences, etc., mais parce qu'il y a une demande des entreprises
pour mettre en place des formations de ce type. C'est aussi les entreprises qui définissent l'évolution des flux, des effectifs. Et puis le financement, parce que finalement, le financement, il provient essentiellement des entreprises, alors dans notre branche, via la taxe d'apprentissage des entreprises, bien sûr, pour une part. C'est à peu près, dans nos centres de formation d'apprentis, 35% de l'apprentissage est financé par la taxe d'apprentissage qui vient des entreprises. 15% provient des régions. C'est pas beaucoup. C'est moins que la moyenne nationale de l'apport des régions. Simplement, les régions, en général, considèrent que nous sommes une branche riche. Et par conséquent, elles financent plutôt moins nos centres de formation et nos formations en apprentissage que celles des autres branches professionnelles. Sauf qu'aujourd'hui, compte tenu du fait que nous avons fortement développé l'apprentissage, nous avons 30 000 apprentis dans nos centres de formation, plus 10 000 contrats de pro, si on veut voir le nombre de jeunes formés en alternance. Donc ça veut dire qu'il y a un effort considérable et qu'aujourd'hui, clairement, nous sommes en limite. Nous sommes en limite. Nous n'avons plus les financements pour répondre à un développement, ou même, d'ailleurs, pour apporter réellement le financement nécessaire à nos centres de formation. Donc il faut, et nous les accompagnons, je dis nous, les UIMM, les entreprises, dans les régions pour leur expliquer tout l'intérêt de ces formations, l'intérêt pour les jeunes, l'intérêt économique, et que, eh bien, il faut que les régions aussi contribuent. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Eh bien, il faut une approche équilibrée entre les différents niveaux de qualification. Nous, dans nos centres de formation d'apprentis, bien, nous avons plus ou moins cessé les formations de CAP et développé les formations d'ingénieurs, mais nous continuons à avoir des formations importantes au niveau baccalauréat professionnel et BTS. Nous avons une approche équilibrée qui correspond finalement aux besoins de recrutement de nos entreprises. Donc il ne s'agit pas de privilégier les uns ou les autres. Les difficultés de recrutement pour nos entreprises sont finalement aussi difficiles pour le niveau ingénieur que pour le niveau des professionnels qualifiés. Je crois que c'est quelque chose qui est général pour tout ce qui est technique, industriel. Et donc il ne faut pas mettre l'accent uniquement sur un bout de la structure des emplois. Bien, merci M. Pincus, merci à l'UIMM pour cette intervention. Et effectivement, la dimension nationale est importante, je pense, et l'utilisation, enfin, les rapports avec les écoles dans les régions doivent permettre quand même d'augmenter le pourcentage d'apprentis sous réserve des problèmes de financement, bien entendu. Je crois que les écoles sont assez d'accord qu'elles peuvent monter tranquillement à 20% en filière apprentissage assez rapidement. Voilà, et ça permettrait de résoudre notre pénurie de talents à Bac+5.